WoodRive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. WoodTalk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour et bienvenue sur ce podcast WoodTalk épisode 3, au cours duquel nous accueillons Stéphane Ankawa, directeur général en charge des opérations d'WoodRive. Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Alors que nous continuons à traverser cette crise sanitaire sans précédent, l'heure est déjà potentiellement un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises. Alors bonjour Stéphane, bienvenue sur notre chaîne WoodTalk, une série de podcasts réalistes et dynamiques destinés à partager nos expériences avec d'autres entreprises et insuffler une énergie positive en ces temps troublés. Comment diriez-vous qu'une entreprise comme WoodRive a-t-elle fait face à ce temps d'arrêt ? J'ai été extraordinairement surpris. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, je viens de différents milieux, y compris industriels, y compris logistiques. Évidemment, j'ai pu comparer pendant cette période-là ce que nous vivions, nous, chez WoodRive, avec ce que mes anciens collègues, employés ou hiérarchies vivaient dans d'autres secteurs d'activité. Extraordinairement bien parce que, d'abord, on a une entreprise qui est jeune, et cette entreprise jeune, elle a quand même une capacité d'adaptation qu'on n'a plus forcément avec des populations moins jeunes. Le deuxième aspect, c'est que notre entreprise a la chance de travailler sur un secteur d'activité, notamment autour du digital, du numérique. Et donc, tout ce qui est travail à distance, de manière sécurisée, avec le matériel qui l'accompagne et la connexion qui le permet, c'est quelque chose qui est notre quotidien. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a dû être mis en œuvre d'un point de vue managérial, par exemple, pour garantir cet élan, puisque vous parliez de résilience, de continuité d'activité, garantir cet élan au sein de l'entreprise. Alors chez WoodRive, ou peut-être ce que vous avez pu regarder ou constater par ailleurs, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place en plus de différent pour que ce télétravail soit un succès ? La partie des rituels a été à revoir. Là où peut-être certains de mes collaborateurs avaient des entretiens hebdomadaires, des one-to-one hebdomadaires, dans un certain format, il a fallu passer à un entretien quotidien pour garder le lien, garder le contact. Là où à l'époque, on pilotait des objectifs sur des horizons peut-être un peu plus longs, des notions de sprint, 15 jours par exemple, eh bien les objectifs ont été plutôt séquencés à la journée ou à 2 jours. Là où on avait, un quotidien qui avait une certaine régularité, il a fallu mettre en place certaines instances. Typiquement, on a mis une instance en place qui est la gestion de crise Covid. Parce que l'information, en tout cas rapidement à partir du mois d'avril, elle évoluait quasiment tous les jours. Vous avez une double pression, c'est la pression de l'entreprise, évidemment, que l'on doit gérer, et en même temps une pression des collaborateurs qui attendent beaucoup d'informations qu'on ne peut pas forcément donner. Donc il y a, on a mis en place donc la direction des ressources humaines, la Chief People Officer chez nous, eh bien une cellule pour laquelle on avait en input beaucoup d'informations qui étaient de l'information de lecture, de texte, de benchmark d'autres DRH de notre secteur d'activité pour pouvoir le plus possible être réactif. Puis après il y a eu aussi des outils qui ont été installés. Je me rappelle, on a mis une web survey en place pour pouvoir essayer autant que possible de doser le moral des troupes. Est-ce que finalement les gens se sentent bien ? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations ? Est-ce qu'ils attendent quelque chose de plus de notre part ? Donc il y a eu une façon d'écouter les gens, j'ai envie de dire différente. Et dans certains cas, peut-être qu'on a même plus écouté les gens qu'on l'aurait fait en situation normale parce que on était dans un lâcher-prise obligatoire. Et c'est là qu'on a grandi. C'est tous les préjugés ou tout ce qu'on a appris depuis tant d'années sur le marché du travail qui a été complètement bousculé. Et on a vu grandir le besoin de pouvoir créer du lien en virtuel en faisant confiance aux gens. Et ça, c'est un des enseignements majeurs, je pense, pour moi, c'était de dire, finalement, en faisant confiance aux gens, comment l'entreprise se comporte. Et l'entreprise s'est bien comportée. On n'a jamais été aussi productif dans certains départements comme le produit, comme l'engineering, comme l'IT Ops, que pendant ces mois de confinement. Évidemment, d'autres ont souffert. Le commerce a été moins simple. Mais en tout cas, voilà, il y a eu la mise en place de ces rituels-là. Et puis après aussi, de créer non plus des réunions physiques, mais des webinars où on a essayé d'accueillir nos 400 collaborateurs pour les tenir mensuellement avec Stanislas, notre président, au courant de l'avancée de l'entreprise, des grands changements qu'on opérait, de la gestion du Covid, etc., etc.
Donc il y a eu vraiment rien de fondamentalement différent, mais par contre tout ce qu'on faisait de manière physique, on l'a adapté pour garder un contact, tenir nos collaborateurs informés et finalement leur faire passer le cap avec la meilleure facilité. Et je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Et du coup, pour vous, dans ce kit, ce cadre, on a parlé du matériel tout à l'heure, il est évident qu'il faut être doté de PC portable, c'est la base. Vous avez parlé de connexion Wi-Fi, de bonne qualité, de VPN, d'un cadre. Est-ce qu'il y a dans ce kit-là d'autres éléments qui paraissent essentiels ? Oui, parce que tout le travail éloigné pose la question, pour moi, de la capacité à collaborer. Donc là, on parle bien de plateformes ou d'outils, en tout cas, qui permettent d'éditer des documents, qui permettent de collaborer, qui permettent ensuite de les faire passer à son collègue. Voire même, dans certains cas, de le signer pour valider. Quand vous recevez, par exemple, nous on reçoit environ une trentaine de factures par jour à co-signer. Quand vous n'avez personne au bureau, ces factures s'entassent les unes derrière les autres à l'accueil. Ce qui était intéressant, c'est de pouvoir utiliser des outils de signature électronique, par exemple, sur lesquels on a mis immédiatement en workflow ces pièces, et puis donc du coup de pouvoir continuer l'activité. Donc il y a besoin d'un certain nombre d'outils collaboratifs qui permettent cette continuité-là et qui, en plus de ça, pour la petite histoire, font quand même gagner de la productivité. Mais le deuxième aspect, et je pense que ça, c'est pas suffisamment compris de la part du commun des mortels, c'est la problématique de sécurité. À partir du moment où vous commencez à utiliser de l'Internet, à partir du moment où vous commencez à vous connecter à vos propres serveurs par de l'Internet, vous ouvrez en grand la brèche des problématiques de sécurité. Et on a vu beaucoup d'entreprises se faire ponctionner de la data. Ça allait de la fiche de paye du cadre dirigeant, en passant par le plan stratégique de telle entreprise, etc., etc. Et donc oui, évidemment, dans la préparation de cette envie de travailler, de télétravailler, ne serait-ce que pour des problèmes de PRA, donc de plan de reprise d'activité, il est extrêmement important d'organiser à la fois les outils de collaboration et à la fois le coffre de sécurité numérique qui va permettre de travailler avec ces outils. Je connais beaucoup d'entreprises qui se sont ruées sur des outils que je ne citerai pas, peu importe lesquels. Très accessible, on va dire. Très accessible, pour lequel, évidemment, le marketing de ces entreprises avait fait un travail remarquable. Et se sont vus finalement confier dans ces outils, encore une fois, leur compte mensuel ou des données encore plus sensibles que cela. Donc, c'est là où il faut... ça ne s'improvise pas. Je crois que le télétravail ne s'improvise pas. Le télétravail est quelque chose qui se réfléchit, qui se discute. Je pense que chaque entreprise doit avoir sa propre charte de télétravail. Je ne crois pas qu'il y ait une vocation à avoir une charte nationale de télétravail. Si l'on comprend qu'on a tout à gagner en faisant confiance à nos collaborateurs et qu'ils nous le rendent si le cadre que l'on propose est suffisamment adéquat. Et puis enfin, si nos collaborateurs comprennent qu'aussi que dans l'entreprise, il y a des obligations, encore une fois, de travailler sur son identité, de travailler sur des projets transversaux. Et voilà, c'est cet échange-là qu'il faut avoir. Un plan de reprise a été présenté, économique, a été présenté par le gouvernement. Oui. Quel est votre regard en tant que dirigeant d'entreprise dans un premier temps, peut-être après en tant que dirigeant d'entreprise d'une entreprise du numérique, sur ce plan? Est-ce qu'il vous paraît adapté? Est-ce qu'il vous paraît favorable? Est-ce qu'il vous paraît positif pour les entreprises, puisqu'on cherche le positif dans tout ça? Globalement, et je ne voudrais pas rentrer, en tout cas, mon propos n'est pas de rentrer dans une discussion de soutien politique ou d'autre. Je trouve que objectivement, la façon avec laquelle la crise a été gérée, moi j'ai trouvé très satisfaisante. Il y a eu beaucoup d'aides à des entreprises, peut-être insuffisamment, peut-être que certains sujets auraient pu être améliorés. Évidemment, tout est critiquable. Mais globalement, quand vous êtes un commerce, quand vous êtes une petite entreprise, quand vous pouvez repousser vos échéances, quand vous pouvez déplacer vos dettes fiscales ou sociales, quand on vous aménage un cadre, je trouve que franchement, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits pour la gestion de la crise. Encore une fois, il y a bien des sujets à parfaire, mais globalement, moi, j'étais assez impressionné par cet aspect-là. L'autre aspect, c'était aussi la mise en œuvre. On est toujours accusé en France d'être un État lourd, administratif, compliqué, etc. Moi, je regarde le travail qui a été mis en œuvre chez nous avec donc notre Chief People Officer, Sidonie. Les déclarations, elles étaient plutôt assez faciles. Les réponses, elles étaient plutôt assez rapides. Enfin, on était loin du carcan lourd français qu'on a pu connaître. Donc, il y a un énorme progrès que moi, j'ai pu observer, en tout cas, dans le passé. Sur le plan de relance, écoutez, on parle de 10 milliards. On parle de 10 milliards. Et puis, alors, ce qui est surprenant, c'est que quand on se réfère un peu à l'histoire, on parlait de plans quinquennaux à l'époque. On avait une vision 5 ans, un peu lourde. On mettait peut-être déjà 1 an à structurer ce plan.
Aujourd'hui, on parle de plans qui sont sur des horizons de 2 ans, avec des sommes qui sont affectées par chantier, avec une organisation quand même extrêmement rapide. Donc déjà dans la forme et dans les montants qui sont engagés, moi je trouve ça sincèrement colossal. Encore une fois, il y a des degrés, des nuances à apporter selon qu'on appartient à une industrie ou à une autre. Mais en tout cas, moi, dans le secteur d'activité qui me concerne, de voir que on a pas loin de 7 milliards qui iront d'une manière directe ou indirecte à la fois au numérique, mais jusqu'à aussi le fait de pouvoir s'assurer que la population française ne se retrouve pas dans un isolement total. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ce terme que j'ai lu qui s'appelle l'électronisme, je crois. J'ai trouvé ça très très joli. En tout cas, voilà, c'est un moyen de faire basculer la France dans un autre monde. Alors ça, c'est un concept intéressant, en effet, que vous mentionnez là, Stéphane. C'est vrai qu'on se trouve, alors on peut rêver un peu, on va peut-être un petit peu se dégager de la situation actuelle pour se dire que, oui, alors on parle de télétravail, on parle d'une organisation peut-être repensée, on parle de moyens donnés aux régions de s'équiper, notamment en fibre, on parle aussi du gouvernement qui accompagne aussi le développement des transports, dans les zones les plus éloignées. Alors, est-ce qu'on n'est pas à l'aube peut-être d'une redistribution de l'économie en France, si on s'arrête à la France, et est-ce qu'on n'est pas face à une situation qui permettrait finalement d'arriver à cette fameuse décentralisation un petit peu de l'économie française ? Dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes, ça devient extrêmement pénible de recruter des devs. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a de belles entreprises françaises qui absorbent cette matière, ces experts. Et tant mieux. Mais aussi, vous avez beaucoup d'entreprises internationales qui utilisent le crédit impôt recherche pour pouvoir, bénéficier d'avantages compétitifs pour recruter nos collaborateurs ou de les aspirer dans leur pays. Donc, on a aujourd'hui un problème majeur, c'est de recruter, notamment dans des villes ou dans des capitales régionales, des développeurs. Si demain je suis moins contraint par ça, si demain je peux recruter dans des villes de moins grande taille, voire pourquoi pas dans des villages bien équipés, des collaborateurs qui sont capables de travailler dans nos rituels, qui sont capables de travailler à notre rythme, qui ont tous les outils pour pouvoir se connecter à nos serveurs et pour pouvoir distribuer leur information. Et finalement aussi d'avoir une population qui est finalement satisfaite de vivre là où elle vit, je trouve qu'on a un pari génial à gagner. Donc oui, j'espère que ce plan autour des transports, ce plan autour du numérique va permettre de redistribuer de la richesse en France, et puis peut-être au-delà des frontières aussi. Il est temps de réconcilier ces deux mondes. Moi, je fais partie de l'ancienne génération où le travail, c'était une valeur, c'était une quantité. Il fallait travailler 12 heures, 13 heures par jour si on voulait réussir quelque chose. Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui travaillent probablement un peu moins en quantité, mais qui travaillent de manière différente, qui ont une vision différente du monde. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ces gens-là qui construisent le monde demain, c'est pas des gens de ma génération. Donc si on arrive à réconcilier les mondes entre notre sagesse, notre expertise, et en même temps de commencer à tenir compte de manière significative de la façon avec laquelle ces jeunes collaborateurs, ces jeunes populations veulent vivre, alors je pense qu'on va commencer à avoir une synergie ou une confiance plutôt qu'une défiance. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans le Challenge Drive, c'est que je suis bordé de jeunes de 23, 24, 25 ans, et ils ont une autre histoire à nous raconter, ils ont d'autres rêves à nous raconter que nous essayons de mettre en œuvre. Si on avait un dernier bilan à faire, vous diriez quoi ? Est-ce que finalement, alors oui, on est en crise, mais est-ce que vous diriez, Stéphane, que cette crise est une opportunité finalement ? Quelle est votre conviction personnelle ? Je pense que la crise a été une opportunité énorme pour nous permettre d'avancer, d'accélérer le temps sur des questions fondamentales de l'humain, de sa conviction, de ses priorités. Je pense qu'en ça, on a beaucoup avancé. Après... la digitalisation de l'entreprise aussi. La digitalisation des entreprises en fait partie. Après, il serait temps que cette crise s'arrête, parce qu'effectivement, on a un nombre impressionnant d'entreprises, je crois que c'est plus ou moins 200 000 entreprises, qui sont dans une tension de trésorerie exceptionnelle, enfin très très grave, et que... toute cette économie, elle a du sens que si finalement tout le monde y trouve un peu son compte. Donc, je pense que la situation, elle est grave. Elle va nécessiter de l'entraide.
Elle va nécessiter aussi, comme le fait l'État, des investissements lourds pour relancer non pas sur les 3 prochains mois, mais sur les 2 ou 3 prochaines années l'économie. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que si nous sortons vainqueurs de cette bataille, on sortira plus fort de cette bataille, parce que on aura changé de monde, on aura dépassé les vieux réflexes qui étaient aux mains des entreprises vers une façon de gérer les entreprises plus moderne, plus flexible, plus en phase avec les collaborateurs et la main-d'œuvre de demain. Donc non, j'espère vraiment que la crise va se finir le plus vite possible parce qu'il y a trop d'entreprises qui sont sous tension. Mais je retiendrai, moi, positivement qu'on peut travailler différemment et on peut améliorer aussi notre façon de gérer. Alors, on va s'arrêter peut-être sur le mot finalement japonais Weiji, qui veut dire crise, et qui est donc l'association de risques et opportunités, et retenir que cette crise nous offre pas mal d'opportunités. Merci Stéphane Ankara. Merci beaucoup. Merci.